Salut Seb. Salut Corinne, merci de m'amener ici sur le site des 7 Meuses à Profondeville avec cette vue magnifique, on a l'impression d'être sur le toit du monde. Oh, t'exagères un petit peu, mais c'est vrai que c'est super beau. Alors comme c'est le début de l'année, eh bien Sébastien, meilleurs vœux et meilleurs vœux à vous également. Exactement, meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Alors pour ce premier numéro de l'année, eh bien on va vous proposer une compilation des meilleurs moments de 2021. Oui, 2021, c'était l'occasion d'accueillir notre nouvelle chroniqueuse Virginie S qui a fait une première séquence en octobre dernier. Tout à fait, elle nous a parlé du lierre, de ses vertus, de son intérêt et également comment bouturer un lierre. On regarde, c'est parti. Hello tout le monde! Alors ce mois-ci, je vais vous parler d'une plante très commune qu'on connaît tous, mais dont on ignore souvent les vertus, c'est le lierre. Pourquoi vous parler du lierre maintenant? Eh bien, l'automne est sa saison. En fait, c'est une plante qui fleurit au moment où la plupart des végétaux fanent. Elle porte en fait des petites fleurs jaunes verdâtres qui poussent en ombelle, c'est assez joli. Et en fait, ce n'est pas par hasard si elle fleurit maintenant, c'est parce qu'elle offre le pollen et le nectar à tous les pollinisateurs encore en quête de nourriture ici en fin de saison, comme certaines mouches, certaines abeilles par exemple. Alors ce lierre, eh bien, il a un feuillage persistant, il est vert toute l'année, ce qui permet à beaucoup d'espèces, d'oiseaux, de petits mammifères, d'insectes de s'y abriter pendant toute la période hivernale. Le papillon, le petit citron jaune par exemple, s'y abrite durant tout le grand froid. Alors en fait ce petit lierre il donne aussi des fruits assez tardivement, donc en fait tout son cycle est décalé par rapport à d'autres végétaux, c'est-à-dire qu'à la fin de l'hiver ce sont ces petites baies qui vont pointer pour le plus grand bonheur de tous les oiseaux amateurs de petits fruits comme le rouge-gorge, le merle, la grive, mais aussi des petits mammifères comme le laireau qui viendront trouver cette nourriture en fin de saison. Alors le lierre on le traite souvent de parasite parce qu'il pousse sur les arbres, on a l'impression qu'il se nourrit de leur sève, mais en fait il n'en est rien. Le lierre cherche en fait à s'accrocher à un support pour aller chercher la lumière du soleil et ces petites racines forment des sortes de crampons mais qui n'abîment en aucun cas son hôte, sauf si l'arbre est vieux, mourant et qu'il laisse le lierre prendre toute la place. Ici, vous voyez, on voit bien le lierre en fleurs dans cette haie, mais il se pourrait que chez vous, vous ne voyez pas l'inflorescence dans votre plant de lierre. En fait, c'est probablement parce que la plante est encore trop juvénile. En fait, la floraison n'apparaît qu'au stade adulte, au bout de quelques années, quand le lierre a déjà bien grimpé. Mais le lierre n'a pas qu'un intérêt pour la nature. Il nous est utile à nous aussi. Il couvre nos parterres, il habille nos clôtures, il décore nos pergolas. C'est aussi un excellent isolant contre le froid et l'humidité et une bonne façon de végétaliser vos façades à moindre coût. En ville, le lierre est un excellent filtre à particules également. Alors attention cependant si vous avez des vieilles pierres parce que les crampons du lierre pourraient fragiliser encore vos façades, mais par contre pour ce qui est des revêtements plus hermétiques, il n'y a pas de souci. Et alors cerise sur le gâteau, le lierre accueille les nichées de nombreux oiseaux au printemps. Vous pourrez y observer des merles, des moineaux qui adorent son feuillage bien camouflé. Alors comment planter du lierre chez vous? Vous pouvez vous rendre dans vos jardineries et l'acheter en motte, le planter ici en octobre, c'est le bon moment, octobre-novembre. Vous pouvez aussi le planter au printemps, au mois de mars. L'idée c'est de creuser un trou une fois plus grand que la motte en question, bien arrosé. C'est une plante qui n'est pas du tout difficile, qui s'accommode de tout type d'exposition, de tout type de sol. Mais par contre ce que vous pouvez aussi faire c'est le bouturer. Alors pour ça en fait il vous suffit de couper un rameau du lierre à son extrémité, si possible un plant assez jeune. Et puis une fois que vous avez votre petit morceau, eh bien vous allez enlever les feuilles qui se trouvent à la base. Hop, ici j'enlève celle-là. Et vous en laissez une ou deux. Ici c'est bien, voilà, il ne faut pas en laisser trop. Et vous allez simplement placer votre bouture dans un petit verre d'eau. C'est tout simple. Et donc vous allez voir au bout de 2-3 semaines, des petites racines vont se former à la base. Ce sera le moment de transplanter vos petites boutures dans un petit pot avec du terreau, du compost. Et vous attendrez encore un petit moment et puis vous allez pouvoir replanter, repiquer ces jeunes plants au jardin. Et on poursuit avec 2 séquences consacrées à des produits divins.
produit divin carrément, et aussi odorant. Parce que justement, Caroline, souvenez-vous, nous parlait de l'aspérule odorante avec laquelle on fait du métrangue. Moi, je m'étais rendu du côté du pays des collines. J'avais rencontré 4 copains qui avaient décidé de se lancer dans la viticulture. C'était le domaine du dieu démon. C'est parti, on regarde ça. Bonjour Caroline. Bonjour Corinne. Alors tu es en train de ramasser ton aspérule odorante, mais moi je ne sens rien. C'est un peu normal, tu es un peu loin pour la sentir, mais si tu prends un petit brin et que tu les frottes entre tes mains, tu verras vraiment un beau petit retour de foin frais coupé avec un petit peu de vanille. Effectivement. Alors en fait toi tu en as planté ici, chez toi. Tout à fait, oui, oui. Donc l'idée c'était quoi? Tu as été chercher tes plants au marché? Un peu par hasard, je suis arrivée sur un marché à Luxembourg et j'ai trouvé des plants d'aspérule. Je trouvais ça sympa d'en avoir chez moi. Disons que l'aspérule, on la trouve généralement dans les bois sous les hêtraies, dans un terrain humide et pas évidemment sous le soleil direct. Moi je l'ai mise ici près de mes bouleaux. Elle a l'air en tout cas de s'y plaire. Et depuis j'ai pu toucher et ça s'est un petit peu disséminé partout. Donc elle est assez invasive? C'est plutôt invasif, oui, oui. Et ça, vraiment, il faut la laisser vivre, elle se débrouille toute seule. Alors ici, on est dans la région de Château, mais si on est dans la région liégeoise, namuroise ou encore même à Bruxelles, est-ce que je peux aussi en planter? Est-ce que ça va fonctionner? À mon avis, pour peu qu'on respecte les mêmes températures, ou en tout cas plus ou moins, ça ne devrait pas poser de problème. Je crois qu'il ne faut pas les poser dans un parterre en plein soleil, mais plutôt essayer de trouver des coins un peu plus ombragés, comme ici par exemple. Puisque tu dis qu'on peut les trouver dans les bois, ça veut dire qu'on peut aussi aller en chercher dans les bois, mais il faut quand même faire attention, quelques précautions. C'est toujours mieux, moi je trouve, d'aller dans les bois parce que ça c'est un peu la tradition, on va dire. Mais l'intérêt, c'est de vraiment faire attention à ne pas prendre les racines. Bon, moi j'ai une technique en fait pour l'enlever, pour ne pas arracher les plants, parce qu'évidemment si on enlève la racine, eh bien c'est fini, on n'a plus de récolte pour les autres années. Donc on laisse bien la racine et donc il faut juste couper le morceau de la tige, mais sans la racine. Alors ça, tu l'as planté ici pour des raisons ornementales, mais également pour des raisons culinaires. On va aller faire du métrangue, entre autres. Écoute, pourquoi pas? Allons-y. Caroline, avant d'attaquer les choses sérieuses et plus intéressantes, dis-nous un petit peu quel est le meilleur moment pour justement ramasser cette aspérule odorante. Il faut ramasser l'aspérule pour le métrangue avant qu'elle soit en fleurs. Comme ça, l'aspérule garde vraiment tout son goût pour le métrangue. Ta petite recette à toi? Ma petite recette à moi, c'est 1 litre de vin de Moselle luxembourgeoise, une orange, 8 à 10 sucres, moi j'en mets 8, un verre de cognac et évidemment une poignée d'aspérule. Il y a une petite particularité, je pense. Moi, je rajoute du porte rouge. Ça donne un petit goût particulier et une belle couleur rosée. Ok, tu mets tout ça dans un tout grand récipient. Oui, ici, moi, je le mets dans un récipient. C'est une ancienne cruche à lait, mais la confrérie du métrangue la met dans un pot en grès. C'est bien que tu le dises parce qu'il existe une confrérie du métrangue en effet. À Arlon. L'aspérule, on la trouve un petit peu partout, mais par contre le métrangue, ça c'est bien de la région d'Arlon. Donc on ne peut pas, il faut leur laisser, ça vient bien de cette région-là, d'où je suis quand même originaire. Hein. Exactement. Ça macère combien de temps? 2 jours. Et puis alors après c'est la mise en bouteille? Après c'est la mise en bouteille. Moi je préfère remettre des bouchons de liège dessus et on peut garder pour moi le métrangue 2, 3, 4 ans peut-être probablement, mais généralement il part avant. Et ça doit macérer dans un endroit frais? Au mois d'avril-mai, enfin mai quand on fait le métrangue, généralement il ne fait encore pas trop chaud, donc une pièce, oui, il doit être couvert évidemment d'un linge et tous les jours on mélange un petit peu, 2, 3 fois par jour pour que le sucre se mélange bien, les alcools et tous les arômes des fruits également. Caroline, toi, quand tu fais ton métringue, tu ne perds rien, tu récupères les oranges. Je fais de la confiture aux oranges et métrangue. Alors, énormément d'applications culinaires, quelques-unes ici. Tu as fait de la glace avec ton aspérule. Oui, on va goûter ça. Ça, je goûte. Elle est super onctueuse. Délicieuse. Tu as fait de la tisane aussi. La tisane, qui est vraiment conseillée juste avant d'aller au lit pour lutter contre les insomnies. D'ailleurs, il y a également d'autres vertus santé en fait à l'aspérule. Oui, l'aspérule est connue
ancestralement pour lutter, enfin bon, en tout cas pour ses bienfaits pour le foie, le cœur et pour ses vertus justement apaisantes et calmantes. Alors pourquoi s'en priver? Et puis là, c'est directement avec du meringue que tu as fait du sabayon? Et sabayon, oui. Je te propose qu'on goûte la cuvée 2020. Alors on voit effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, cette belle robe rosée. On fait chin. On fait chin. Santé. On goûte. C'est délicieux. Ton meringue est délicieux, toujours avec modération. Toujours avec modération, oui. Merci Caroline. Santé. Santé. Vous le voyez derrière moi, on est ici au pays des collines, on est rue du Dieu des Monts et on a rendez-vous avec 4 potes, des Moucrenois qui se sont un tout petit peu perdus par ici pour lancer leur ASBL, les vignes du Dieu des Monts. Et aujourd'hui, ils ont décidé de nous ouvrir leur jardin, un jardin, vous le verrez, où ils font leur vin. Eh bien, je vois qu'on sait recevoir, on est déjà à l'heure de l'apéro. Bonjour à tous, alors on a Jean-Christophe, on a Bruce, on a Max, il manque juste Gilles, vous étiez 4 pour commencer ce beau projet. Expliquez-nous un petit peu, c'est quoi ici? Ben écoute Sébastien, vous vous trouvez ici, rue Dieu des Monts à Frasnes, en plein milieu, enfin au tout début du pays des collines. Et ici, vous êtes dans notre projet. Donc le projet, ça s'appelle la vigne du Dieu des Monts. Et voici notre domaine. On est 4 copains issus de Moucron. On s'est retrouvés ici, on est tombé sur ce terrain. Et on est tombé vraiment amoureux de ce terrain. Et puis on avait envie à 4 de faire un projet de copains, un projet familial aussi, un projet environnemental. On a planté 666 pieds pour jouer un petit peu avec ce lieu-dit qui est le Calvaire des Monts. Le projet a pris de l'ampleur. Pendant 5-6 ans, on est resté un petit peu sous cloche. Ça se construit un projet comme ça, on n'a pas des vignes du jour au lendemain, ça se travaille. C'est beaucoup de travail, beaucoup de bonheur aussi, beaucoup d'intenses moments de joie et d'émotion. Depuis quelques années, on a commencé à sortir quelques petites bouteilles qu'on gardait uniquement pour nous, mais le bouche à oreille fonctionne très très vite ici dans les villages ici environnants. Et effectivement, on a dû créer une ASBL pour être dans les normes. Donc ce projet de copains, c'est quelque peu agrandi, effectivement. Plus que du vin, c'est aussi du partage ici, puisque vous aimez bien faire venir les gens pour expliquer un petit peu ce que vous faites, c'est mettre en avant tout ça. Ouais, c'est vraiment ça, notre passion, c'est se retrouver ici en famille, avec les enfants, loin des écrans, donc en pleine nature, et ensuite faire bénéficier tout un chacun de ce qu'on fait et vraiment partager notre passion. Donc l'idée, c'est vraiment d'inviter des copains, on fait souvent des barbecues où on se retrouve et on fait découvrir à tous nos amis ce qu'on fait, mais pas seulement à nos copains. On se rend dans des marchés locaux ou d'autres associations qui viennent et qui veulent faire une activité. On leur enseigne ce qu'on fait, on leur montre, parce que tout le monde est curieux, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'une vigne, et surtout une vigne en Belgique, c'est quelque chose d'assez unique. Et bon voilà, on a créé ça il y a 10 ans, maintenant ça devient un petit peu à la mode. Mais voilà, ici, maintenant, on est là et on le partage. Et ça, c'est notre plus grand bonheur. Et puis surtout les sourires sur vos visages, ouais, et ça n'a pas de prix. C'est du plaisir avant tout. Voilà Jean-Christophe en plein travail. Alors Bruce nous parlait du côté environnemental justement du projet. Comment est-ce qu'il se concrétise ici ? Écoute, l'objectif c'est quand même de travailler dans une certaine logique écologique. On fait un produit qu'on consomme, on fait aussi plaisir aux amis, on accueille des gens, il y a des jeunes qui circulent, des enfants, etc. Donc l'objectif c'est surtout d'éviter les produits chimiques. En fait, donc voilà, on travaille en prévention, on fait de la prophylaxie, donc on essaie d'écarter les feuilles au maximum, tu vois, on fait en sorte que la vigne se débrouille seule, mais avec un certain soutien dans le travail de la vigne. La prévention, c'est enlever les feuilles inutiles, favoriser une aération à travers le vignoble quand il y a un peu de vent. Voilà, on respecte les règles de la culture biologique sans avoir pourtant la certification, bon, parce que c'est pas le projet initial, quoi. Tout ça, vous aimez bien le partager avec monsieur et madame tout le monde et puis avec nos téléspectateurs, pourquoi pas, puisque vous avez décidé d'ouvrir vos portes dans le cadre d'une action menée par Nature et Progrès. Oui, voilà, on s'est dit que dans ce projet de Nature et Progrès, on pouvait aussi présenter ça aux gens de la région qui s'y intéressent, qui ne connaissent pas encore le projet. Comme Bruce disait, on a comme objectif de faire connaître la viticulture et puis faire aussi goûter des choses qui peuvent être assez sympas. Ça pourrait aussi donner des vocations à certaines personnes. Et puis voilà, on espère que début juillet, on aura l'occasion de présenter tout ça lors d'une porte ouverte et bienvenue à tous. Merci Jean-Christophe, bonne continuation. Merci Sébastien, merci. Rappelle-toi Corinne, en novembre, on faisait une émission spéciale sur le bois et dans cette émission, on avait une petite séquence consacrée aux maisons en ossature bois. Tu te rappelles avec quel bois on fait ces maisons ?
avec du résineux. Exactement. Et rappelle-toi Sébastien, au mois de mai, on avait fait une émission spéciale sur les fleurs éco-responsables. Et quand on est floricultrice et qu'on fait des fleurs éco-responsables, on fait partie du Belgium Slow Flowers. Bravo. Hugues, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici à Florey. Vous venez de Gèvres, c'est pas très loin, mais néanmoins, vous avez fait le déplacement. Vous avez beaucoup parlé avec Corinne de la filière feuillue. Oui. J'ai envie de m'intéresser, moi, plutôt à la filière résineux. Est-ce que c'est possible, dans un premier temps, pour nos téléspectateurs, d'expliquer un petit peu ce que représente cette filière en Belgique? Alors c'est déjà étonnant parce qu'en fait, il y a plus de feuillus que de résineux en termes de superficie. Cependant, on transforme jusqu'à 100 fois plus de résineux que de feuillus. Et concrètement, du coup, avec le résineux, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, entre autres de la construction. La structure même de nos charpentes est en résineux. Il y a également de la caisserie, de la paletterie qu'on peut faire avec ce type de bois. C'est jusqu'à 90% des charpentes qui sont faites en résineux, c'est Oui, je dirais presque 100%, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui explique du coup que le résineux est peut-être mauvaise cote en Belgique? On n'en parle pas beaucoup, il est peu connu, il est peu séduisant aussi. C'est historique, on préférait montrer du feuillu, qu'on appelait d'ailleurs noble, par rapport au résineux qu'on avait tendance à masquer. C'est une question d'habitude et pourtant ces qualités sont parfaites pour être utilisées en structure comme ici ou en charpente, absolument aucun problème. Il a un rapport poids par rapport à ses propriétés mécaniques qui est extrêmement intéressant. Merci Hugues pour toutes ces explications. Maintenant on va retrouver Xavier à l'intérieur du bâtiment qui va nous parler plus en détail justement de toutes ces constructions. Parfait. Xavier Michaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes constructeur de maisons en ossature bois, vous êtes l'entrepreneur de ce chantier. Est-ce qu'on peut dire que cette maison, c'est du bois 100% belge? Oui, bien entendu. Donc on a travaillé ici avec de l'épicéa qui vient principalement de Belgique, avec notre label bois local. Donc dans un rayon de 200 km de l'entreprise, on s'approvisionne en bois. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les avantages justement d'une maison en ossature bois comme celle-ci? Eh bien, c'est un confort de vie global avec plusieurs éléments qui sont issus de la maison. Donc, c'est une très bonne isolation au niveau de la maison elle-même, un confort avec des matériaux sains, donc neutres, en bois, et une ambiance générale agréable dans une maison. C'est vraiment un confort de vie général. Et puis un gros avantage, c'est celui pour le constructeur, puisque dans ces situations, vous pouvez faire énormément de préfabriqués et donc aller plus vite, tout simplement. Bien entendu. Donc la construction bois démarre en fait beaucoup dans notre bureau d'études, où on va vraiment dessiner la maison sur des logiciels spécifiques. Donc ça nous permettra vraiment d'anticiper toute cette préfabrication qui ira jusqu'à la commande des châssis, les ouvertures de fenêtres, avant, je vais dire, la pose la première fondation. Et ensuite, tout va être préfabriqué en atelier, ce qui nous permettra vraiment d'arriver à des montages ici, comme des maisons comme ici. En une semaine, on est capable de faire un gros œuvre fermé de la maison. Le maçon travaille au centimètre, le menuisier au millimètre, c'est ça? C'est souvent ce qu'on dit, oui. Par contre, on entend d'autres légendes, on pense notamment à celle des trois petits cochons, avec ces problèmes d'incendie, ces problèmes de stabilité. Qu'est-ce que vous avez à répondre à toutes ces légendes urbaines, entre guillemets? Ah ben, cette légende, on ne peut pas l'effacer, parce qu'elle est toujours là dans nos têtes. Par contre, on sait vraiment prouver qu'on n'est plus dans cette réflexion de se dire qu'une maison en bois peut être soufflée par un grand méchant loup, parce que il y a toutes des études qui sont derrière, il y a des stabilités qui sont réalisées. Au niveau du feu, on peut gérer vraiment ces risques incendie par tout matériau différent, et donc on ne construit plus des maisons qui s'enflamment comme des allumettes. Un autre problème actuel, c'est peut-être ce problème de pénurie lié à la situation sanitaire en Belgique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation à l'heure actuelle? Donc on a vécu une partie de l'année, début d'année 2021, vraiment dans une crainte de pénurie de bois. Donc l'approvisionnement était difficile. On a su gérer ça de manière professionnelle, mais c'était quand même très difficile. Maintenant, cette pénurie n'existe plus parce qu'on a réussi, nos scieurs, nos fournisseurs de bois ont réussi vraiment à rattraper ce retard. Et donc il n'y a plus une réelle pénurie catastrophique comme on pouvait imaginer. Et donc actuellement maintenant, on peut construire des maisons à temps et à l'heure, avec des bois, avec des panneaux, avec un prix qui est encore raisonnable. Ça veut dire que la propriétaire de ce chantier peut s'attendre à avoir sa livraison à l'heure. Ah là oui, on sera clairement à l'heure. On reviendra voir le chantier fini. Merci en tout cas Xavier voilà, pour toutes ces explications. Et puis bonne continuation. Merci à vous.
On est chez Cycle Farm Fleur, on est à Linkebeek. Alors je poursuis cette petite balade fleurie. Tout à l'heure, Sébastien était chez Magali qui a créé l'association Belgium Slow Flower. Moi, je vais aller retrouver Pascal qui en fait partie. Bonjour Pascal. Bonjour Corinne. Alors Pascal, on est ici dans ta serre parce que finalement ça démarre un petit peu ici avec les semis. Oui. Ici c'est des semis d'annuels, donc ils vont sortir très bientôt. On doit faire attention à quelque chose par rapport aux semis? Oui, on doit faire attention aux seins de glace, donc qui peuvent arriver mi-mai. Donc c'est le moment où il peut y avoir encore un coup de gel et alors là ça peut être fatal pour certaines variétés. Alors le Belgium Slow Flower, c'est une association que tu as intégrée. Tes champs en fait c'est plus ou moins 4 ans, le Belgium Slow Flower ça fait plus ou moins 1 an? Non, un peu plus, je crois que c'est 2 ans, 2 ans et demi quand même. Et qu'est-ce qui t'a poussé à cette démarche en fait? En fait c'est des belles rencontres, de jeunes projets autour de la fleur et c'est aussi le fait qu'on puisse s'aider, se donner des informations et se tenir les coudes. Enfin voilà. Ça c'est important. C'est vraiment une grosse amitié autour des fleurs. Cette philosophie, cette éthique en tout cas, tu l'avais déjà, le côté éco-responsable? Oui, enfin dans ma vie privée déjà, j'essaie de faire au maximum attention à ce que j'achète, ce que je mange. Donc c'est un tout en fait. Un tout. Malgré que bon voilà, on n'est jamais à 100%. On peut faire des erreurs encore, mais j'essaye de me maîtriser en tout cas pour... Un maximum. Ouais. Alors là, avant que tu fasses une 50, parce que t'as très chaud. Oui, j'ai super chaud. Je propose qu'on est sur ton champ de fleurs justement. Ok, à l'air. Ici, Pascal, on est sur ton champ de fleurs à couper, mais ça demande quand même un entretien et le fait que ce soit éco-responsable, c'est pas trop compliqué? Non, c'est pas trop compliqué. Tout se fait manuellement et avec des outils très légers, donc non, c'est pas... Manuellement et quotidiennement? Et quotidiennement, oui, quotidiennement. Ça, c'est pour faciliter la cueillette des gens, en fait? Oui, c'est pour être sûr que quand on vient ici, on prend des choses qui sont pas trop avancées. Et donc, quotidiennement, je passe et je coupe les fleurs qui sont en fin de course, quoi. Ton champ fonctionne et est accessible de quelle période à quelle période? De fin avril à fin octobre, plus ou moins, quoi. Alors très sympa ce système d'autocueillette. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Donc en fait ça fonctionne sur la confiance et donc on vient ici pour faire son bouquet ou on peut aussi simplement observer. Et donc il y a un système pour payer quand on a fait un bouquet qui est avec un gabarit, donc avec différents formats de trous. Et où il est indiqué chaque fois le prix en fonction de ce qu'on prend, du nombre de tiges qu'on prend. On met dans une boîte? Et on met dans une caisse qui est sécurisée, mais qui est sur le champ, quoi. Ok, donc c'est éco-responsable, économiquement responsable aussi. Oui. Alors moi j'ai l'impression que je ne suis pas capable de faire un bouquet. Mais c'est une fausse sensation, parce que je pense qu'on est tous capables de le faire. Il faut juste se laisser aller. Ok, on va essayer. Et avant d'essayer, dis-moi juste, tu as des chouettes retours des gens qui viennent... Oui, j'ai des retours qui sont parfois excessivement émouvants. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a... Enfin voilà, c'est très humain, c'est vraiment un vrai bonheur. C'est une démarche particulière que j'ai envie d'entreprendre avec toi. Magnifique. Je termine de faire les nuages. On a vu plein de belles séquences en 2021. C'était vraiment une année riche. J'espère que 2022 sera aussi riche. On termine là-dessus? Mais non, Sébastien, parce que justement, tu fais le malin à faire tes nuages là. Mais tu vas faire beaucoup moins le malin quand on va regarder justement toutes les bêtises que tu as fait en 2021. Donc on se quitte avec le bêtisier. Ça roule. À bientôt. Ciao. Ça tourne chez moi. Clap. Coucou Corinne. Ah mais c'est là que tu te caches, Sébastien? Ouais, Corinne derrière le... Moi j'en ai pris plein dans le pif, d'ailleurs j'ai un petit peu bouché. J'en ai toujours plein le pif. Et bien là. C'est n'importe quoi. On est en cuisine parce que tu es le chef des... On la prend. Non, Corinne, c'est pas vrai. Ah justement, concernant les bricolages, moi j'avais retrouvé un vrai bricoleur. Un vrai bricoleur. Et la semaine prochaine, Sébastien, tu vas les retrouver... Parce que dans une serre, il n'y pleut pas, et le fait de mettre de la neige sur... de la serre,
c'est d'incorporer. Donc on va vérifier. Attends, ça va pas. Tu veux dire que c'est cette deuxième formule. Ça veut dire que c'est cette deuxième formule qui est la plus perspicace. Pour une petite séquence au potager et avec les arbres pris. Et c'est cadeau, Sébastien. C'est pas que si. En fait, c'est probablement parce que On est sur une... Quelle super... Une puce. Bon, allez Corinne, on se réveille. Et alors du coup aussi, bien absorbante. Pardon. Bonjour Martine. Bonjour Corinne. Alors, pardon. et préparer des bonnes petites recettes de grand-mère. Non, de grand-mère. On va la refaire. Alors en fait, ça veut dire qu'on ne fait rien ou il y a quand même... On se retrouve le mois prochain. Bonne journée. Pas bonne journée. Ok. Ciao. Et les réseaux sociaux sont... Et c'est beau et c'est une... Enfin voilà quoi. Donc c'était... en fait, tu peux enchaîner. Mais ça, c'était là. bien, ça. 2, 1, c'est parti. Il y a des gens qui aiment bien ramener la biodiversité au jardin. Et ça, c'est pas mal. Comme une poule, par exemple. Comme un coq, plutôt. Comme un coq. Ok. C'est pas possible, en fait, tu vois. Ah bah, tout à fait. Moi, je suis convaincue. Moi, je vais m'y mettre. Merci. D'excellentes fêtes de fin d'année. À vous également. Merci de nous avoir suivis pendant Toute cette année 2021. Bonne fête à toi également, Corinne, et surtout, bonne année 2022 à tous. Une année qu'on espère dans la santé, évidemment.